Bien, bonjour mesdames et messieurs. Vous savez, c'est terrible. Je vous demande pardon, j'ai des habitudes de chef d'orchestre, mais les minutes étant précieuses devant un orchestre, l'heure c'est l'heure, n'est-ce pas? Alors, ceci dit, je vais être bavard un instant, ça va permettre au dernier de ne rien rater de tout ce que va nous raconter notre cher Aymeric Zubléna. Alors, en fait, vous savez, j'avais proposé à mes confrères au début que nous fassions, avec la section de composition musicale, les concerts d'un fauteuil. On a presque terminé, il n'y a plus que Bruno Mantovani, il faut dire qu'il y a 15 compositeurs sur son fauteuil, alors il a du travail, et on a fait ici des concerts où on racontait, comme ça, finalement, l'évolution de la musique. C'était même parfois presque harmonieux, j'allais dire, dans une sorte de logique sur certains fauteuils. Sincèrement, quand on est passé de Georges Auric à Xenakis, on a compris qu'il y avait quand même une rupture, mais c'était quelque chose de tout à fait passionnant. Et j'avais proposé à mes confrères, j'ai d'ailleurs pas fini, en essayant de persuader notamment certains sculpteurs ou peintres, de voir si on pouvait faire pareil, une exposition racontant toute l'histoire d'un fauteuil. C'est un peu plus compliqué de trouver forcément les tableaux quand on remonte que de trouver les partitions. Mais c'est intéressant. Surtout, c'est aussi pour nous autre chose, un petit piège que je tends à mes confrères, à savoir qu'on est élu à l'Académie, on est heureux, on a vu la liste des gens qui sont avant nous, et très objectivement, il y en a un ou deux qu'on n'a pas forcément repérés. Permettez-moi, l'espace d'un instant, de saluer notre confrère Le Ribot. Eh oui, je sais, tu vas m'engueuler, mais que je félicite pour son arrivée à Versailles qui honore notre Académie, et ce château sera dirigé par un expert extraordinaire et nous nous en réjouissons. Mille bravos. Mais alors, donc c'est vrai que ça oblige à quelque part une introspection. Je dois vous avouer sincèrement que j'avais été élu à l'Académie des Beaux-Arts en ignorant totalement qui était M. Clapisson, qui était pourtant sur le fauteuil que j'ai l'honneur d'occuper, et ça m'a obligé à chercher. De la même façon, je suis à peu près certain qu'Aymeric, il avait vu la liste, mais il ne s'était jamais penché de la façon dont il l'a fait cette fois-là sur tous ces personnages qui étaient là avant lui. Et donc, c'est finalement un petit piège que j'ai tendu à mes confrères, mais et consoeurs, qu'ils ont tous relevé avec plaisir. Le prochain, ce sera Jean-Jacques Hano le 11 mars. Évidemment, lui, il n'y a que 2 cinéastes, puisque le cinéma est plus récent, mais vous verrez que c'est un conteur extraordinaire. Et nous allons continuer ce cycle, cher ami, que vous avez si intelligemment organisé, et je dois dire que pour moi, ça montre aussi la vitalité de notre Académie. Et puis, une dernière chose à vous dire, c'est que d'ailleurs le nombre de mes consoeurs et confrères que je vois dans la salle le confirme, c'est que nous avons tous, en dehors d'une très grande admiration, une très profonde tendresse pour Aymeric, qui est un confrère chaleureux, généreux de son temps, et plein d'imagination. Alors je suis très heureux de vous laisser passer avec lui cette heure en sa compagnie. Merci. Merci, cher Laurent. Merci, cher secrétaire perpétuel. Bien, un bref rappel avant de vous projeter les œuvres de mes 12 confrères qui m'ont précédé. Un bref rappel, la Convention en août 1793 décide de supprimer toutes les académies royales et les sociétés savantes. Parmi les académies royales, il y a celle de l'architecture qui a été initiée par Colbert en 1671. 2 ans se passent et les académies renaissent. Elles se réunissent dans un institut qui s'appelait à l'époque l'Institut national des sciences et des arts, avant qu'elle soit installée dans l'Institut de France que nous connaissons. C'est donc que pour la section d'architecture, de peinture et de sculpture, ce n'est pas vrai pour d'autres sections, c'est à partir de 1795 que furent élus les premiers architectes de l'Académie des Beaux-Arts. Quelques-uns avaient été, avant qu'elle ne soit dissoute, membres d'une académie royale. Ce qui prouve que, malgré le fait qu'elles aient été supprimées, il y a indiscutablement une
permanence symbolique de cette institution académique. Alors, comme je l'ai dit, 12 architectes m'ont précédé sur le troisième fauteuil. Comme j'ai 1 heure, j'ai calculé, je ne peux pas parler plus de 4 à 5 minutes pour chacun d'entre eux. Alors, je vais procéder de la façon suivante. Je vais rappeler quelques étapes de leur vie professionnelle et personnelle, et puis projeter leurs œuvres, parce que c'est tout de même ce qui m'est apparu le plus intéressant. Mais pour certains d'entre eux, j'aurai peu de documents, soit parce qu'ils ont peu construit, soit parce que ce qu'ils ont construit a été détruit. Dans le cas d'ailleurs de Pierre-Adrien Paris, vous allez voir pourquoi. Soit parce que tout simplement les documents ont été perdus. Voilà. Alors je vais commencer par Pierre-Adrien Paris. Alors c'est un portrait d'Hortense Hautebourg-Lescaut, qui date de 1809. Alors, c'est l'un de ceux du troisième fauteuil qui avait été élu précédemment sur une académie royale en 1780. Elle est dissoute. En 1795, il est réélu. Mais, j'expliquerai pourquoi après, il démissionne 1 an après. Et en 1799, donc 3 ans après qu'il ait démissionné, ses confrères qui occupaient les sièges de l'Académie des Beaux-Arts insistent pour qu'il accepte d'être réélu. Il refuse. C'est donc un cas un peu particulier, c'est le seul des 12 qui en fait a été 3 fois académicien. Alors, il reçoit une formation d'architecte à Bâle, où son père est architecte et en charge du château des évêques de Bâle. En 1764, il devient élève de Jacques-François Blondel dans l'Académie royale d'architecture dont j'ai parlé. Jacques-François Blondel, qui est un personnage important dans l'enseignement de l'architecture, il fait plusieurs tentatives sans succès à des concours de l'Académie royale, mais n'obtient qu'un accessit au Grand Prix de Rome sur le thème un théâtre. Quand je dis le Grand Prix de Rome, en fait, c'est un terme qui est arrivé beaucoup plus tard, mais pour simplifier, je dis il n'obtient qu'un accessit dans le Grand Prix de Rome sur le thème un théâtre. Il est remarqué par le duc d'Aumont, qui est le premier gentilhomme de la chambre du roi. Celui-ci lui obtient une bourse pour l'Italie. Il fait de nombreux voyages. Il tient des carnets de voyage illustrés de dessins et de relevés, notamment de monuments antiques, en particulier le Colisée. En 1778, il est nommé dessinateur de la chambre et du cabinet du roi, chargé des décors de fêtes, de théâtre, de funérailles. Ce sont des décors éphémères dont il ne reste que des architectures de papier, et en plus, on ne les a pas toutes trouvées. En 1792, donc, il était membre de l'Académie royale, retenez bien ça. Pourtant, en 1792, il concourt pour l'installation de l'Assemblée législative dans la salle des machines de Tuileries, mais son projet est refusé. Il quitte Paris en 1792 sous prétexte de raisons de santé. En réalité, il prend le large parce que la situation est délicate. En 1795, donc, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts et, comme je l'ai dit, il démissionne, il est réélu, bref. Alors, en 1796, il propose un projet de monument expiatoire à l'exécution de Louis XVI sur la place de la Concorde, projet qui ne sera pas réalisé. Et alors, pourquoi, je ne sais pas si je l'ai dit, si je l'ai dit, vous m'arrêterez. En fait, c'est parce qu'il ne veut, quand il démissionne, c'est parce qu'il ne veut pas siéger dans une académie où il y a des régicides. C'est en particulier Jean-Louis David. Il témoigne par là sa fidélité à l'Ancien Régime. En 1806, il retourne à Paris après avoir fui, et il est nommé directeur par intérim de l'Académie de France à Rome. Et en 1811, dans le cadre de cette fonction de directeur, il est chargé de diriger les fouilles du Colisée. Alors, j'ai peu de photos à vous montrer, mais je commence. Alors, voici. En 1777, il réalise les boiseries du boudoir de l'hôtel du duc d'Aumont, c'est l'actuel hôtel Crillon. Il s'inspire des grotesques de Raphaël qu'il a vus dans les loggias du Vatican. Ces boiseries seront démontées en 1905
achetées par une Américaine, et elles sont, depuis 1944, au Metropolitan. Voici une autre image, une boiserie. En 1770, il fait un décor pour un opéra de Lully, qui s'appelle Armide, pour le théâtre de Versailles. Alors on voit ce théâtre est en cours de démolition, simplement parce qu'Armide, qui a été quittée par Renaud, qu'elle aime, elle est désespérée, et elle fait détruire son palais. Donc vous voyez que les destructions ont commencé. En 1782, il réalise les plans de l'Hôtel-Dieu de Bourg-en-Bresse. D'ailleurs, vous constaterez que, quand je vais vous passer les autres, très souvent, ces architectes ont été chargés de plans d'hôpitaux. Là, je vais vous passer 3 images, mais je ne peux pas beaucoup vous les commenter parce que je m'interroge. Il s'agit des plans du musée des Beaux-Arts de Besançon. Donc, on va avoir une coupe longitudinale, une coupe transversale, puis ensuite 2 coupes. Je vous les passe tout de suite. Voilà, c'est un beau projet. Voilà. Mais il n'est pas réalisé. Je n'ai trouvé aucune trace, aucun commentaire sur ce projet. Alors, je ne peux pas vous en dire plus. En 1786, il réalise ce qu'on appelle le Moulin Joly. C'est une fabrique de jardin néo-gothique dans le domaine de la Folie-Beaujon qui était située jadis entre l'avenue Wagram et la place de l'Étoile. Ça me fait penser à ce qu'a fait Tchoubi, au nord de Paris. Bon. En 1787, en 90, il est chargé des tours de style gothique de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Comme je sais qu'il y a parmi vous nombreux architectes des monuments historiques, j'espère qu'ils me confirmeront dans ces réalisations. Et puis, en 1789, alors qu'encore une fois, il était, disons, un architecte de l'Ancien Régime, il est chargé de l'installation des états généraux dans la salle de l'Hôtel des Menus Plaisirs à Versailles, dont il a la charge. Il la réalise sous la forme d'une salle démontable qui doit pouvoir accueillir 1200 députés. L'acoustique était, paraît-il, déplorable, mais elle fut ensuite améliorée. C'est dans cette salle qu'on vota l'abolition des privilèges et la Déclaration des droits de l'homme. Mais il n'en reste plus que ceci, c'est-à-dire une gravure magnifique d'ailleurs, mais ça n'existe plus. Enfin, en 1806, il fait des relevés d'architecture durant ses fonctions de directeur de l'Académie de France à Rome et il se bat pour faire publier le plan d'enceinte de la fortune Prénestine à Rome sans réussir à cette publication. Ceux qui s'intéressent en particulier à Pierre-Adrien Paris pourront se référer à un remarquable doctorat d'État fait en 1997 par Pierre Pignon sous la direction de Bruno Foucard. Nous allons maintenant parler de Léon Dufourny. Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en août 1796 suite à la démission de Pierre-Adrien Paris dont je viens de vous parler. C'est le fils d'une famille révolutionnaire. Son frère faillit être guillotiné comme complice de Danton. C'était des temps difficiles. 1781 à 1784, il voyage en Italie, où il reste pendant 5 ans, notamment en Sicile, où il fait des relevés de temples antiques, et il rencontre à Rome le roi de Suède, Gustave III. Il est nommé administrateur du Louvre, dont il augmentera les collections, et en 1800, pour le compte de je présenterai des images après, pour le compte de la République, il pille et vide de ses collections le château devenu bien national du duc de Richelieu, émigré. En 1801, il est nommé commissaire du gouvernement auprès du roi de Naples et il est chargé des acquisitions d'œuvres d'art et de ramener à Paris les œuvres saisies par Bonaparte. Oui, c'était un monsieur engagé. En 1803, il est nommé professeur à l'École nationale de l'architecture,
où il assure un rôle central dans la formation de la pédagogie des architectes, de l'enseignement de l'architecture. En 1811 et 1823, il dirige la publication de l'histoire de l'art par les monuments. Quatremer de Quincy, dans son éloge funèbre, dira la passion de Dufourny pour l'antiquité de ses plus jeunes années. Alors voilà quelques-unes de ses réalisations. Il a fait les plans pour le château d'Aga et ainsi que des plans pour l'église de Saint-Jean de Stockholm, des commandes qui lui avaient été passées par le roi de Suède, qu'il avait donc rencontré durant ses voyages en Italie. En 1789, il arrive à Palerme et il réalise un certain nombre de relevés de temples de Sicile dont il fait des estampes qu'il compte publier pour faire un livre sur l'archéologie. Voici à droite la photo des ruines et à gauche un des relevés du temple d'Hercule à Agrigente. C'est un ordre dorique dont il va s'inspirer pour le gymnasium du Jardin botanique de Palerme que je vais tout de suite vous projeter. Voilà, j'ai lu que c'est la seule construction réalisée par un Français en Sicile. Enfin, à cette époque-là, j'imagine. Voilà la façade principale tétrastyle du gymnasium de l'Orto Botanico à Palerme. On va voir la façade arrière. Voilà. Un croquis qu'il fit de la vue de Ségeste. Une photographie récente du temple de Ségeste. Et voici le château du duc de Richelieu, il n'en reste plus grand-chose, qu'il pille pour le compte de la République. Voilà. Nous allons maintenant parler de Jean-Thomas Thibault, 1757-1826. Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en mai 1815, mais dans la section historien et théoricien, pas dans la section des architectes. On va comprendre pourquoi ensuite. Il est exclu de l'Académie des Beaux-Arts par ordonnance royale du 21 mars 1816. Vous voyez que c'est une académie où il se passe des choses compliquées. Pourquoi il est exclu? Parce que Charles X veut purger l'Académie des soutiens affichés à l'empereur. Or, Thibault, qui était proche de la famille impériale, puisqu'il travaillait pour l'impératrice Joséphine dans le parc de Malmaison, on va voir tout à l'heure, et pour Joachim et Caroline de Murat, pour le salon Murat à l'Élysée, qui existe encore. Mais ses amis, ses confrères, les académiciens, passent outre. 2 ans après, ils le réélisent dans la section d'architecture. Je trouve ça très bien. Alors, pourquoi, en fait, il a été élu dans la section historien et théoricien qui correspond maintenant à la section des membres libres? Parce qu'en fait, il n'a pas fait d'études d'architecture, il reçoit une formation d'une école gratuite de dessin et il sera considéré comme un architecte dessinateur. D'ailleurs, nombreux de ses dessins sont au Louvre. Alors, bien que n'ayant pas fait des études d'architecture au sens où on l'entend actuellement, il participe quand même au concours du Grand Prix de Rome, qui avait été lancé à l'origine, enfin, qui ne s'appelait pas le Grand Prix de Rome, comme je l'ai dit, mais qui avait été lancé à l'origine par l'Académie royale, puis ensuite repris par les académies des Beaux-Arts. Il obtient donc un succès d'estime à ce Grand Prix de Rome sur une fontaine publique. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de document. Alors, en 1783, il entre dans l'atelier d'Étienne-Louis Boullé, que nous connaissons tous et que nous admirons tous. Il sera son principal collaborateur pour les dessins des projets de Boullé que l'on connaît bien et qui n'ont jamais été réalisés. Et il devient un ami de Pierre-Adrien Paris, celui qui l'a précédé dans notre académie. Il fait de nombreux séjours à Rome de 1786 à 1792 et il obtient en 1794 un premier prix pour un concours lancé par la République qui s'appelle le Temple de l'égalité. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de document non plus. Et en 1819, il est nommé professeur de perspective à l'École des Beaux-Arts. Donc vous voyez, il a un statut un peu particulier.
il réalise des choses, mais il n'est pas architecte au sens où on l'entend maintenant. Bien, voici. Alors, ça, c'est un autre portrait en tenue d'académicien, mais je ne reconnais pas le costume. Enfin, bref. Voilà, on va voir défiler un certain nombre de dessins qu'il a faits. C'est une vue de la campagne en Italie. Des villas, c'est des très beaux dessins, des villas sur des terrasses, des tombeaux antiques, j'en ai comme ça une dizaine. Une porte monumentale ouvrant sur une salle en rotonde, 2 jardiniers dans un parc, femme et enfants sous un portique, je crois. Oui, voilà, femme et enfants sous un portique. Des hommes vêtus à l'antique. Et puis, le cénotaphe de Newton, que tout le monde connaît, en fait conçu par Étienne Boulet, mais semble-t-il dessiné par Thibaut. De la même façon, c'est l'entrée d'un cimetière, toujours conçu par Boulet, mais dessiné par Thibaut. Alors, il réalise pour l'impératrice Joséphine la serre chaude du parc de Malmaison, dont il ne reste que le pavillon dit la petite Malmaison. Voici. Et puis, je termine ici, le salon Murat à l'Élysée, et avec les très belles colonnes cannelées et en bois doré. Et enfin, j'en terminerai avec le décret de 1816. Thibaut n'est pas, comment dire, rejeté de l'Académie des Beaux-Arts. On oublie simplement de le mettre dans la liste qui a été établie après les événements dont j'ai parlé. Éloi Labarre. Alors lui aussi, c'est curieux, là, ce qu'il a réalisé, vous allez voir. Éloi Labarre. Il est élu à l'Académie en 1826. Il obtient un second Grand Prix de Rome en 1797 pour des greniers publics. En 1797, donc le même année où il obtient ce second Grand Prix, il fait un mémoire et il établit un projet pour la restauration du Panthéon français. Et puis, en 1804, ça me fait un peu sourire, enfin, il est en charge des plans de la colonne de la Grande Armée. Je vous la projetterai tout à l'heure. Il réalise ensuite, en 1825-1827, le théâtre de Massigny à Boulogne, mais qui est détruit par un incendie en 1854. Et il achève pendant 13 ans, de 1813 à 1826, le palais de la Bourse conçu par Alexandre Théodore Brognard. Alors, voici son projet de Grand Prix de Rome pour les greniers publics. On ne voit pas grand-chose, mais enfin bon. On a retrouvé un projet qu'il a dû faire durant ses études d'étudiant en architecture, qui s'appelle un tribunal justice de paix. C'est ce qu'on appelait à l'époque des concours d'émulation. C'était des concours dont les thèmes étaient donnés mensuellement aux étudiants, et ils devaient donc proposer un projet. Voici son projet de restauration du Panthéon français et découpe. Alors, maintenant, on arrive à son grand projet, la colonne de la Grande Armée à Vimille. La décision a été prise lors de la première remise de la Légion d'honneur au camp de Boulogne. Alors, comment a-t-elle été financée? Eh bien, l'empereur décide de faire cette colonne pour honorer l'armée, mais il a l'idée de la faire financer en partie en prélevant une demi-journée de solde par mois prise sur ce que touchent les soldats et une journée de solde par mois pour les officiers. Alors, la colonne, la première pierre est posée en 1804. Voilà le projet.
Le concept est assez simple. En 1805, il y a un coup d'arrêt. En 1819, on reprend les travaux. Non, ça, je reviens dans la presse, attendez. On reprend les travaux. Ah, ça ne revient pas en arrière. Voilà, on reprend les travaux. En 1921, la plateforme est achevée. On pose un globe royal en hommage à Louis XVIII. En 1841, la statue de Napoléon est posée à l'emplacement du globe royal, mais Napoléon est en costume de sacre et tourne le dos à la mer. En 1905, cette colonne est classée monument historique. En 1962, la statue est endommagée. Le général de Gaulle demande que la statue de Napoléon en tenue de sacre soit remplacée par une tenue de Napoléon en petit caporal et qu'elle fasse face à la mer. Voilà, alors ça, c'est une inscription en latin et français décidée par Louis-Philippe en 1841. Alors, je vais vous faire voir ensuite quelques photos. Alors, à gauche, Napoléon en tenue de sacre qui tourne le dos à la mer, et à droite, Napoléon en petit caporal qui fait face à la mer. La statue de 1841 est de Bozio et celle de 61 de Piersen. Voilà. Alors, c'est le palais Brognard, dont il reprend le chantier à la suite du décès d'Alexandre Théodore Brognard. On connaît de lui un dessin, c'est une charpente métallique d'une des grandes salles. Ensuite, un salon qui est conçu par Éloi Labarre. Une gravure du théâtre de Massigny à Boulogne-sur-Mer, gagnée sur concours, mais il n'en reste rien, il a été incendié, comme je l'ai dit, en 1861. Enfin, j'ai voulu donner ça parce que c'est très curieux. C'est l'aquarelle de l'Escrin de Charlemagne. Cet escrin était constitué d'une centaine de perles de grenades et d'émeraudes, donc il avait une très grande valeur monétaire. Il était déposé à Saint-Denis et la barre a pu en faire un relevé avant qu'il soit démonté et en fait pillé, tout simplement. Alors maintenant, j'espère que tout ça ne va pas tomber. Je vais me mettre là-bas parce que ce sera plus simple. Alors, Auguste Guesnepin, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1833. Il est premier Grand Prix de Rome en 1805 sur le thème « 6 maisons pour 6 familles d'amateurs d'art ». Moi, j'aime beaucoup son Grand Prix, vous allez voir, j'ai plusieurs images. Alors, il y a 2 portraits. Le premier a été réalisé par Ingres parce qu'ils étaient tous 2 pensionnaires à la Villa Médicis. De là où vous êtes, vous ne vous rendez pas compte, mais son œil gauche, si c'est bien son œil gauche, est atteint de strabisme. Et Ingres décide de ne pas, arranger le strabisme parce que l'architecte, au contraire, voulait que ça soit bien montré, parce que Guesnepin estimait que ce strabisme lui permettait d'avoir une meilleure vision de l'espace. On le voit ensuite en habit d'académicien. Voilà. Alors, il étudie d'abord les mathématiques pour intégrer Polytechnique. Mais une grave rupture de la cheville le rend boiteux, donc il ne peut pas faire Polytechnique. En 1833, il est nommé professeur d'architecture et élu correspondant du Royal Institute of British Architects. Et en 1842, malheureusement, il meurt d'une longue maladie. Alors, je vais vous faire voir, j'ai pris volontairement 8 images de son Grand Prix, parce que je l'aime bien. Voilà. Donc,
C'est donc une maison pour les amateurs d'art. Donc les maisons, vous voyez la grande composition, là, en haut du triangle, c'est le palais où sont exposées les œuvres d'art collectionnées, et puis les 6 maisons d'amateurs d'art là, se trouvent en dessous et de part et d'autre d'un parc. Un très beau sujet. Je continue. Voilà. Je crois que ça ne correspond plus à ce qu'on réalise maintenant, mais enfin, bon, grande composition. Un détail donc du palais qui accueille les œuvres d'art. Un détail d'une maison, je n'arrive pas à lire ici, je crois que c'est une maison, oui, il me semble. Non, c'est le palais central, pardon, excusez-moi. Voilà une des maisons. Une coupe sur l'une des maisons. Un détail de l'une des maisons. Je crois que j'en ai fini. Non. Vous voyez, c'était somptueux. Alors, lorsque les architectes, les premiers architectes ont remporté le Grand Prix de Rome, à cette époque-là, ils étaient chargés de faire des relevés de monuments antiques. C'était dans le cadre des envois de Rome. Et dans le cas particulier, il s'agit, je crois, du temple les restes de l'arc de Titus. C'est-à-dire ces envois faisaient l'objet d'analyses par les académiciens, de critiques et parfois de refus. C'est le cas de Tony Garnier, qui ne fait pas partie des 12, mais qui avait envoyé comme projet un grand projet contemporain pour une ville nouvelle, industrielle, et les académiciens, dans leur grande sagesse, l'avaient refusé. Il avait dû faire autre chose. Voilà un détail, donc toujours de l'arc de Titus. Il s'agit de l'entablement et une coupe. Ensuite, c'est assez curieux, mais en 1811, il dirige les travaux des abattoirs de Montmartre. C'est un décret de Napoléon qui a souhaité éloigner les abattoirs du centre de Paris. Ces abattoirs ont été démolis en 1867. Ils ont été remplacés par le lycée Jacques Decour et la place d'Anvers. On va les voir avant destruction. Et puis ensuite, il y a des petits projets. La reconstruction d'une église à Noisy-le-Sec. Bon. Ce qui est noté à propos de cette église, c'est que le budget était très faible, qu'il existait probablement une église avant, puisque c'est une réhabilitation, et on avait demandé à l'architecte de réutiliser le maximum, de réemployer des pièces de bois, des parties de maçonnerie. Voilà, c'est ce qu'il en a fait. Alors, la photo suivante, bon, ça ne présente pas un très grand intérêt, mais je tenais à le montrer quand même. On voit le porche qu'il a réalisé, à part la reconstruction d'une partie de l'église. Et puis, vous n'avez pas noté parce que c'est passé trop vite, il y avait un clocher derrière, mais qui a été démoli par nos amis américains par un bombardement en 1944. Alors ensuite, une maison qui reste d'un lotissement dont il avait été chargé. Il s'agissait du lotissement du château royal de Bellevue. Il ne reste rien du château et de ses dépendances, il ne reste que cette maison. Ensuite, une autre petite église à l'île Saint-Denis. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai dû aller trop vite là. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est des trucs. Voilà. Et comment ça se fait que normalement il y a une église ? Ah non, je ne peux pas le rejeter, il a été démoli. Excusez-moi. Voilà. Alors, maintenant, Pierre Martin Gauthier. Ça, c'est triste. C'est un premier Grand Prix de Rome en 1810 sur le thème « Une bourse pour une ville maritime ». Il n'existe pas de portrait, mais une rue à Troyes porte son nom. Alors, il va à la Villa Médicis et à son retour de Rome, il réussit à publier par souscription à laquelle participèrent le roi,
l'Institut et des ministres protecteurs des arts de 72 planches de dessin des plus beaux édifices de Gênes. Je vais vous présenter quelques croquis. Il est architecte de l'assistance publique. Vous allez voir. En 1836, il établit les plans de l'hospice Saint-Nicolas de Troyes, dont il délègue les travaux qui seront très mal exécutés et qui menacent ruine. Il est condamné à payer les réparations. Et vous allez voir comment ça se termine. Ça se termine de la façon suivante. Vous vous rendez bien compte que condamné à payer une amende et en plus les travaux de reconstruction, pour un architecte, c'est difficile. Donc il meurt ruiné et en prison. Bien que Napoléon III s'était généreusement avancé pour payer à titre personnel les dettes de Gautier. Mais malheureusement, Gautier meurt avant. Alors, ça c'est encore un des concours d'émulation qu'il a dû réaliser durant ses études d'architecte. C'est une façade d'opéra et des plans. Voici son Grand Prix de Rome. Malheureusement, j'ai peu de documents. Donc, vous voyez, je parlerai tout à l'heure, quand je terminerai, de la clarté du plan et la notion de composition. Donc, on voit le plan et on voit un détail, enfin une coupe. Lorsqu'il est à Rome, à la Villa Médicis, il est en charge, comme je l'ai dit, pour les premiers Grands Prix, de faire des envois de Rome et de faire des relevés. Donc, il fait là, c'est une esquisse, ce n'est pas un relevé, c'est une esquisse de l'intérieur du Panthéon. Ensuite, un autre envoi de Rome, voilà. Il s'agit du Temple de la Paix de la basilique Maxence et Constantin. C'est l'état actuel. Restauré. Des élévations et des coupes montrant les projets de restauration. Voilà. Une vue générale de Gênes. Et pour vous montrer combien il savait dessiner, un vestibule du palais de l'Université de Gênes, une élévation et des coupes du palais ducal, à gauche le palais ducal, à droite un relevé qu'il avait fait à l'époque, des perspectives, je crois, de Palazzo d'Oazzo, des églises de Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-Bonneval, ça c'est un projet, avec donc façade, coupe et plan. Voici sa réalisation et l'intérieur. Et puis le malheureux hospice Saint-Nicolas à Troyes, donc il lui a valu d'être condamné et de mourir en prison. Voilà le plan. Voilà. Tout compte fait, il a bien été reconstruit. Je trouve que c'est un beau bâtiment. Et il construit beaucoup d'hôpitaux. Là, c'est... J'arrive pas à lire ici. C'est quoi ça? Hôpital Pézin à Garches. C'était pour vieillards des deux sexes. Une vue intérieure. La cour. Et puis, apparemment, soit l'hôpital Saint-Nicolas ne s'était pas encore effondré, soit on continue à lui faire confiance, puisqu'en 1837, on lui confie la halle de Troyes. C'est l'image que j'ai, pas très belle. Elle a été détruite en fin 19e. Ensuite, un très grand hôpital qui existe encore, la façade hôpital de la Charité à Paris, dont une partie est détruite. En 1846, l'hôpital Lariboisière à Paris, avec une vue de la cour intérieure. Bon. Et enfin, la chapelle. Ce sont des grands programmes qui lui ont été confiés. Hector Martin Le Fuel. Là, j'aurai un peu plus d'images. Alors,
Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1855. Il est entré à l'École des Beaux-Arts en 1829. Il obtient un premier Grand Prix de Rome pour un projet d'hôtel de ville. Et vous en verrez 3 portraits de ce monsieur en tenue d'académicien, et puis un buste et un croquis, une caricature. Bien. Alors, en 1838, je ne sais pas pourquoi, il est chargé des dessins de fragments romains à l'église de Montmartre à Paris, de l'abbaye de Jouarre, de la basilique de Saint-Denis, pour établir un document qui s'appelle la statistique monumentale, dont l'auteur aurait été un certain Albert Lenoir. Donc, de 1840 à 1944, il est à la Villa Médicis. En 1946, il devient architecte-inspecteur de la Chambre des députés. En 1948, il fait des travaux au château de Meudon, aujourd'hui disparu, pour une école polytechnique. Les travaux seront suspendus. Ça arrive encore de nos jours qu'on ait des commandes de projets qui n'aboutissent jamais. En 1952, il est chargé de la manufacture de Sèvres. En 1953-1955, il est architecte de l'entretien du château de Fontainebleau. Je ne sais pas d'ailleurs si... Est-ce que le titre d'architecte des monuments historiques existait déjà en 1853 ? Non, pas. Donc, il est simplement architecte du château de Fontainebleau. Mais il y fait un projet très intéressant, je le montrerai tout à l'heure, pour un théâtre impérial. En 1854, il remplace Louis Visconti au Louvre et dirige les travaux durant 17 ans. Bon, alors je vais vous faire voir maintenant. Alors, l'Hôtel de Ville, un grand prix de Rome. C'était monumental. Il est à Rome, il fait des relevés, et on va voir un certain nombre de dessins. Là, il s'agit de 3 temples San Nicola in Carcere, le siège épiscopal de Saint-Laurent hors les murs, une relevée de la maison dite de Bramante à Rome. Voilà pour les relevés qu'il a envoyés. Il y en a probablement d'autres, mais je ne les ai pas. Alors, la réalisation suivante, c'est une réalisation qui lui est attribuée, mais on n'en est pas sûr. C'est une villa chachère à Meudon. Bon, je ne pense pas que ça présente un grand intérêt. Ensuite, il est chargé donc du théâtre impérial du château de Fontainebleau. Voilà le parterre. Il veut rivaliser avec le théâtre de la reine Marie-Antoinette à Versailles. Le balcon, un magnifique plafond. Et puis voici ensuite alors un de ses grands projets et réalisations. Il est chargé du projet de réunion de Louvre et des Tuileries. Ce sont les grandes ailes qui bordent la rue de Rivoli. Il sera en charge de... Vous allez voir. Attendez, oui, voilà. Il est en charge du pavillon de Flore avant et après reconstruction. Mais ça, si c'est avant la Commune. Il y a une erreur, il y a 2 photos qui sont identiques. Voilà. Dans ces grands travaux qu'il réalise sur le Louvre, vous allez voir comment il ouvre les guichets que nous connaissons maintenant. Vous voyez la photo de gauche, c'était avant qu'il intervienne, et la photo de droite, ce sont les guichets que nous empruntons lorsque nous traversons les Tuileries. Dans l'aile d'Aru, il ne réalise pas l'aile, mais c'est lui qui propose l'alignement des statues des hommes illustres que vous voyez. Ensuite, un projet un peu plus modeste, c'est un théâtre à l'italienne pour le château de Chimay en Belgique. Vous allez voir un plafond, des loges, une vue de la Seine. Et puis, c'est assez curieux, mais enfin, il est chargé de réaliser un immense château en Silésie
Il est donc chargé en 1869. Il met en château en Chély, dont vous allez voir des photos et des croquis, mais qui sera détruit en 1961. Ce qui veut dire que les architectes français construisaient déjà à l'étranger. Voilà. Ce sont des décors intérieurs. Et je terminerai avec le pavillon de Marsan avant et après l'incendie. Nous passons maintenant... je sais pas si, est-ce que je suis trop long, là? Non? Il faut que j'accélère. Hein, faut que j'accélère. Non, bon. Alors, on m'avait donné 1 heure. Tu m'en as pris une bonne demi-heure pour me présenter. Alors, Paul René Léon Ginin. Voilà. Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1881. C'est un élève d'Hippolyte Lebas qui a construit la grande salle des séances où nous nous réunissons tous les mercredis. Alors, il est premier Grand Prix en 1852 sur le thème « Un gymnasium ». Il va à la Villa Médicis où il reste de 1853 à 57 et il envoie un relevé du théâtre de Taormine. Je crois que je ne l'ai pas d'ailleurs. Bien. Il est nommé architecte du 6e arrondissement où il succède à Charles Garnier. Il sera architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, puis ensuite professeur à l'École nationale des beaux-arts, inspecteur des travaux du Louvre, mais, ce sera le drame de sa vie, en 1860, il est classé premier des 5 finalistes sur 171 candidats de la première phase du concours pour l'Opéra de Paris. À la suite de son échec à la 2e phase du concours, qui sera remporté par Charles Garnier, il envisage de s'expatrier en Amérique. On n'a pas de trace du projet Ginin, je le regrette. En 1889, il remporte un grand prix à l'Exposition universelle de Paris. Donc, voici quelques photos, enfin dessins plutôt. Ah bon, c'est encore... La photo commençait à être utilisée à l'époque pour photographier les académiciens. Voilà. Alors là, c'est l'entrée d'un hippodrome. Je pense que c'est un de ces concours d'émulation dont j'ai parlé. En 52, donc l'année suivante, je suppose qu'il est toujours élève à l'École des Beaux-Arts. Et puis, voici son Grand Prix de Rome, un gymnase. C'est l'élévation, oui. Ce sont toujours des projets monumentaux. En 1864 et 65, il est chargé de réaliser Notre-Dame-des-Champs. Il fait 2 projets que vous voyez là. Donc avec, disons, une évolution très nette, je pense que c'est le second qui suivra. Pardon, c'est pas très bien, mais enfin... Voilà l'état actuel de Notre-Dame-des-Champs. En 1875-1900, donc pendant 15 ans, il s'occupe de l'école de médecine qui encadre l'école royale de chirurgie qui avait été construite en 1776 par l'architecte Jacques Gandouin. Donc, vous connaissez bien ce bâtiment, je suppose. Voilà. J'ai 3 photos, je crois. Voilà. En 1877, il est en charge, lui aussi, d'un hôpital qui existe toujours. Vous voyez, derrière l'observatoire. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant en faisant cette petite recherche, c'est que nous passons souvent devant des bâtiments qui nous arrive d'admirer, de remarquer au moins, sans au fond savoir quels en ont été les architectes. Voilà. Et alors, il est encore en charge là d'un très grand projet hospitalier qui lui prendra 10 ans. Il s'agit de la clinique Ferrari pour Jean de Maison, à Clamart. Voilà. Et, ce sera un de ses projets majeurs,
C'est le palais Galliera qu'il réalise de 1879 à 1894, qui est remarquable au point de vue structurel parce qu'il comporte une structure métallique réalisée par l'entreprise Eiffel. Ce palais Galliera a été construit pour abriter les collections de Marie Brignol, Salles, duchesse de Galliera, et il est depuis 1977 musée de la mode. Voici 3 photos. La cour, le porche et la vue intérieure. C'est un bâtiment qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de fréquenter, mais enfin bon. Alors, Louis Stanislas. Alors maintenant, nous nous approchons de notre époque. Oui, ça c'était l'intérieur, excusez-moi, je n'ai pas simplement. Louis Stanislas Bernier. Il est premier Grand Prix de Rome en 1872 pour un muséum d'histoire naturelle. Il réside à la Villa Médicis de 1873 jusqu'à 1877. Il fait de nombreux voyages en Asie mineure. Il envoie de Rome un projet de restauration du mausolée d'Halicarnasse, je crois que j'en ai l'image. Il est professeur à l'École des Beaux-Arts en 1905. Il est architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux et il s'occupe de l'entretien des bâtiments de l'École des Beaux-Arts, d'une partie de l'École des Beaux-Arts actuelle. Alors, projet et réalisation. Ah, oui, oui, il est en charge de divers monuments. Alors là, en fait, il ne fait que le socle, mais qui a une certaine allure. Et ce bâtiment pour Barry, pour Félix Duban et pour Julien Gadet. Je n'ai présenté que le projet pour Barry. Il est chargé de l'ambassade de France à Washington. C'est un projet non réalisé. Il présentera des dessins aux expositions universelles de Paris 1878 et Munich en 1883. Voilà. Alors, le monument de Louis Barry, la sculpture est de Laurent Marquette. Et puis, voilà son projet pour l'Opéra Comique, 1255 places. Je vous demande de regarder la clarté et la rationalité de ce plan, parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, 80 projets ont été présentés au jury, qui était tellement content de la proposition des architectes qui avaient concouru, que le jury a décidé d'attribuer 8 primes et 22 mentions. Alors, vous allez voir la façade en 1900. C'est le premier, enfin je l'ai lu, hein, c'est le premier théâtre européen tout équipé en électricité. La façade actuelle, voilà. Toujours la façade actuelle. Le grand foyer tel qu'il se présentait en 1900. Bernier dit « J'ai voulu une décoration intérieure qui évoque tout ce qui constitue le genre opéra comique dans les différents pays et époques. » C'est notre ami Pierre-Antoine Gatier qui a admirablement restauré ce vestibule, et ce grand foyer, pardon. Voilà, ça c'est la salle. Voilà. Escalier d'honneur. Plafond de Jean-Joseph Constant. Et là, je vais vous faire voir, je vous avais bien demandé de regarder le plan, parce que voilà un plan d'un autre concurrent qui s'appelle, ça c'est la façade, pardon, qui s'appelle Esquier. Vous avez vu la façade donc, de l'Opéra Comique, et là je trouve que ça a un côté baroque, mais au fond, je comprends que le jury ne l'ait pas retenu. Et puis même le plan, regardez, le plan est très compliqué, alors que l'autre avait une sorte d'ordonnancement, une sorte de clarté, de beauté, même par sa simplicité. Bien, nous allons voir maintenant Joseph Tournaire. Il n'y en a plus beaucoup. Bon, Joseph Tournaire, alors. Ah oui, j'ai donné ça aussi parce que ça s'appelle une patène.
Bon, c'est une coupelle pour la consécration d'une hostie. J'ai voulu le montrer parce que je trouve assez admirable qu'un architecte fasse l'opéra comique, fasse des projets importants, et puis s'intéresse à des objets de grande qualité, mais plus modestes par leur dimension. Voilà. Alors, Joseph Tournaire, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en mai 1819. Voilà, portrait d'un académicien, et portrait réalisé par un de ses clients. C'est un portrait qui a été réalisé par Edmond Rostand, pour lequel il a construit un bâtiment que je vais vous faire voir. Donc il fait ses études à l'école des Beaux-Arts, et il est élève de Jules André. Je le cite, pourquoi je cite son professeur? Parce que c'est un professeur très célèbre à son époque, qui formera 500 élèves, dont 8 premiers Grands Prix de Rome. C'est-à-dire l'école des Beaux-Arts prend son statut qu'il aura jusqu'en 1968. Alors, il fait un premier Grand Prix de Rome en 1888 sur le thème « Un palais pour le Parlement ». Il réside à la Villa Médicis de 1889 à 1893. Il est envoyé en Grèce en 1893 pour faire des fouilles de Delphes. Il restaure le monument de Lysistrate, je vous le présenterai tout à l'heure, à Athènes, et Napoléon Ier demandant en faire une copie en terre cuite, qui sera détruite en 1870 par les Prussiens. Il reconstitue graphiquement le sanctuaire d'Apollon sous la direction de l'archéologue Théophile Homolle. Il est nommé architecte en chef de la ville de Paris en 1826. Il est architecte des bâtiments civils et palais nationaux, professeur aux Beaux-Arts. Il aura Laprade qui lui succédera comme élève. Et enfin, il est architecte en chef de l'exposition coloniale à Vincennes en 1931. Alors, projet. En voie de Rome. Ça, c'est aussi extraordinaire. Normalement, ces documents étaient dans la bibliothèque de l'école des Beaux-Arts, mais je crains qu'à la suite des événements de 1968, un certain nombre de documents aient disparu. Alors, voici une de ses premières réalisations pour le compte d'Edmond Rostand. Il s'agit de la villa Arnaga à Cambo-les-Bains en 1903. Moi, je ne la connaissais pas. Et vous verrez les vues intérieures, c'est magnifique. Bon, ça... Bon. Voilà l'intérieur. Et ensuite, une réalisation que nous connaissons bien, puisque nous la gérons, la Villa Efrussi au Cap Ferrat en 1805-1812. Je suis d'ailleurs moins convaincu, pardon Tournaire, mais par cette réalisation. Enfin, bref. Alors là, un projet plus classique, si je veux dire, c'est l'hôtel de la Caisse d'épargne à Marseille en 1904. Et il est ensuite chargé, alors d'un projet tout à fait étonnant, ce sont les esquisses pour le palais de justice de Paris, c'est la façade sur le quai des Orfèvres, en 1908. Alors on va voir, je crois, trois documents, oui. Là, c'est première variante, seconde variante. On note d'ailleurs à gauche le clocher avec la grande horloge et l'état actuel. Ensuite, comme ses prédécesseurs, il est en charge de la réalisation d'un hôpital Pasteur à Nice. En fait, c'est la transformation d'une ancienne abbaye de Saint-Pons. Ce bâtiment a été inauguré par Albert Lebrun en 1937. Et puis, dans la même veine, mais c'est moins prestigieux, l'Institut médico-légal sur la Seine. Mais il se trouve que j'ai construit un bâtiment presque en face. Bon. Et voilà le plan d'urbanisme, enfin oui, le plan de l'exposition,
coloniale à Vincennes qui a été inaugurée par Paul Reynaud et le maréchal Lyautey le 24 avril 1931. J'ai voulu montrer ce plan parce que je ne peux pas m'étendre, mais là, l'architecte dépasse, disons, sa fonction traditionnelle, c'est de concevoir et de construire un bâtiment. Là, c'est un projet à l'échelle d'urbanisme. On n'en a pas revu jusqu'à présent. Peut-être qu'Adrien Paris avait fait des projets pour les embellissements de Paris. Enfin, je ne les ai pas vus. Alors, là, encore un peu de patience. Il n'y en a plus que 3, dont moi. Alors, Albert Laprade. Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1958. Il n'est pas Grand Prix de Rome. Voici son portrait. Il est blessé à Ypres en 1915 et ne pouvant plus combattre sur le front, il est attaché à la résidence générale du protectorat français au Maroc. À ce titre, il est l'adjoint d'Henri Prost, très grand architecte et très grand urbaniste, auprès d'Hubert Lyautey, gouverneur général du Maroc. C'est, disons, un des premiers architectes modernistes, en ce sens qu'il est membre fondateur du groupement des architectes modernes en 1923, dont le président était Franck Jourdain. Il est nommé architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux en 1932. Là, j'ai plus de photos, donc je serai obligé de passer un peu plus vite. Alors, donc c'est durant sa période au Maroc, il fait des croquis et il réalise notamment, j'ai 2 photos, le quartier des Abous à Casablanca, qui est une réalisation remarquable et qui, j'y suis allé la visiter il y a quelques années, était encore en parfait état. Voilà. C'est un détail de la résidence du gouverneur général à Rabat, une vue lointaine. Et vous allez voir, on va passer brusquement d'une architecture respectueuse de son environnement, respectueuse d'un style, à une architecture contemporaine radicale, remarquable, et malheureusement démolie il y a une trentaine d'années. Il s'agit du garage Citroën à Paris, en 1929. Certains l'ont peut-être connu. Il est magnifique. C'est la mise en scène de l'automobile. Maintenant, les voitures sont des choses utilitaires, mais là, ce sont des vedettes. On les met en scène. Ensuite, un autre projet que j'aime bien, mais qui est plus classique. Il s'agit du musée des colonies, qui est maintenant le musée de l'émigration, je crois. Alors moi, je me souviens que je travaillais chez Paul Tournon, qui était un membre de notre académie. Je travaillais chez lui pendant que je faisais mes études. Et il me disait, oui, mais ces grandes colonnes ne servent à rien, parce qu'avec le béton armé, le porte-à-faux de la toiture pouvait se tenir tout seul. Alors je lui disais, oui, maître. Et puis voilà. Bon, je trouve que ces colonnes, au contraire, sont très, très bien. Alors, il a été en charge de projets un peu moins importants, mais que je ne connaissais pas. Ah, voici quelques esquisses, pardon. Donc, vous voyez, il a beaucoup réfléchi avant d'arriver à la façade réalisée. Donc, il a fait des réalisations beaucoup plus modestes. Il s'agit, là, de la maison de Cuba à la cité universitaire. Ce sont 2 petites images. La maison de la France d'outre-mer aussi à la cité universitaire, plus contemporaine d'aspect. Voilà. Et enfin, la maison du Maroc, moins intéressante. Voilà. J'ai voulu montrer ce bâtiment parce que c'est l'intervention des architectes dans des ouvrages, disons, qui sont plutôt du niveau de l'ingénierie. Mais je pense qu'il a dû participer, enfin donner sa marque, par cette succession de colonnes, un certain ordonnancement monumental. Voilà. D'ailleurs, attendez, je reviens en arrière. En voyant ça, j'ai pensé
Ça ne revient pas, bon, tant pis. Ah. Ça ne revient pas. Bon, peu importe. J'ai voulu montrer ce projet technique parce que ça m'a fait penser au projet de Claude Parent et de Paul André avec l'EDF pour les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, les contraintes techniques sont telles que la marge de l'architecte est relativement limitée, mais malgré tout, les ingénieurs et l'EDF ont souhaité que les architectes interviennent dans ce type de programme. Et puis je terminerai sur deux réalisations, disons à mes yeux moins convaincantes. Il s'agit de la cité administrative de Lille en 1956, la maquette de la préfecture de police de Paris, qu'on voit ici, et la réalisation de ce bâtiment qui a été transformé récemment et que je trouve d'une façon très intéressante. Voilà. J'en arrive à Maurice Novarina, à qui j'ai eu l'honneur et le bonheur de succéder et que j'avais eu le plaisir de rencontrer. Et d'ailleurs, on avait fait un petit projet hospitalier à Thonon. Bien, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1979. Sa première formation est celle d'un ingénieur de l'École spéciale des travaux publics. Et par ailleurs, son père étant entrepreneur, il reçoit, en plus d'une formation théorique, une solide formation de chantier. Mais non content de ce diplôme d'ingénieur, il décide de faire l'École des Beaux-Arts en 1928 et il est diplômé architecte en 1933. Et pendant ses études, il travaille chez Auguste Perret, dont il dit qu'il était son maître à penser. Il prend part au débat des congrès internationaux d'architecture moderne. Il est nommé architecte en chef en 1960. Ah pardon, oui, excusez-moi. Voilà, désolé. Voilà. Une fière allure. Alors, je vais y revenir. Il a beaucoup construit et il est appelé très jeune par le dominicain Marie-Alain Couturier, qui est l'acteur du renouveau de l'art sacré, qui lui confie la réalisation de Notre-Dame de toutes les grâces à Assy, que je vais vous projeter. Alors, il a beaucoup construit, 26 églises, 22 écoles, 80 équipements, beaucoup de zones d'urbanisme et de nombreux logements. Je vais m'arrêter un instant pour sur les photos des églises, quelques-unes. Voilà ce que disait Claude Parent, je pense dans les années 70-80. Claude Parent disait « L'Église était l'un des derniers refuges de l'architecture, l'un des derniers programmes qui permettait à l'architecte d'atteindre par transcendance des formes la spiritualité. » Donc voici quelques-unes des églises de Maurice Novarina. Alors ici, il s'agit de Notre-Dame-du-Léman à Vongy en 1933-1935, donc il est jeune. Une aquarelle à la réalisation. L'église Saint-Michel à Évreux en 1933-72, cela a dû s'étaler sur plusieurs années. Un dessin pour l'église Notre-Dame de toutes les grâces à Assy, qui se réalisa de 1937 à 1946 et où il fera intervenir Léger, Matisse, Chagall, Braque, Rouault, Lursa, Lorrain et Ricci. J'espère ne pas en avoir oublié. Voilà. Ensuite, encore une autre église, à Villefranche-sur-Saône. Voilà. Encore deux autres, si vous voulez bien. J'aime beaucoup celle-ci avec ce clocher. Alors, il est architecte en chef de plusieurs zones et urbanisées en priorité. C'est l'époque où la France s'équipe et construit des logements. Je crois qu'on construisait à l'époque, je crois que c'est 400 000 logements par an. Je veux montrer trois plans, je passerai vite, parce que Maurice Novarina essaie d'échapper par ses plans. Il n'a pas tout réalisé, il a fait le plan général.
disons, à la rigidité des tours et des barres et à la grande composition monumentale. Il recherche déjà une sorte d'imbrication des différents volumes, de créer des espaces non pas surdimensionnés, mais un urbanisme plus restreint, plus serré, plus maîtrisé. Voici une seconde. Là, il y a l'amorce de barre, mais vous voyez, il cherche à les rompre. En tout cas, à droite, c'est très net. Là, je crois que c'est encore plus net. Il n'y a plus de barre à proprement dit. Il y a une sorte de développement linéaire, mais qui n'a plus la rigidité de la composition monumentale de certaines huppes. Voici un beau bâtiment. Et ça, je terminerai avec deux de ces œuvres. C'est une œuvre très modeste, mais qui a eu énormément de retentissement. Il s'agit de la buvette d'Évian, qui est remarquable par sa légèreté, par sa transparence et par le système constructif très contemporain qu'il a réalisé avec Jean Prouvé. Ensuite, il a fait beaucoup d'équipements, ici des esquisses de châteaux d'eau, magnifiques, et puis ensuite des équipements publics. Alors je vais les faire défiler rapidement. Je crois que ça c'est le théâtre de Nancy, c'est ça, au théâtre de Nancy. Je vais me plaire un peu à Beaulieu. La vue intérieure, c'est le palais de justice d'Annecy, c'est ça, je ne me trompe pas, oui, le palais de justice d'Annecy. Un hôtel de ville à Grenoble, vue de nuit. Une mairie à Thonon. Donc là, on est dans la franche modernité des années 70-80. Très magnifique espace intérieur, une salle. Ça, c'est une tour qui est très belle et qui a vraiment tenu le coup, qui est au bout de l'avenue d'Italie et dont le dessin se remarque au milieu de la médiocrité d'autres tours. Je ne veux pas m'étendre. Enfin. Ça, c'est un centre de télévision qu'il a fait à Riyad avec son fils Patrice Nevarina, qui est peut-être parmi nous ce soir. Voilà. Et j'en aurais fini avec moi. Alors, j'ai fait mes études à l'école des Beaux-Arts entre 57 et 62. J'ai été élève de Pierre Vivien. J'ai fait un second Grand Prix de Rome en 1967. Je suis le dernier Grand Prix de Rome. Après, Malraux a supprimé le Grand Prix. Donc, je suis le dernier des Mohicans des Grands Prix de Rome. Alors, comme fonction, je vais passer très rapidement, j'ai été architecte en chef du centre urbain régional de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pendant une dizaine d'années. Oui, à peu près. Dans ce type de mission, j'ai été en charge, dans l'équipe qui était chargée par la ville du Buenos Aires, de faire le schéma directeur du Grand Buenos Aires, qui ne s'est jamais réalisé. J'ai été architecte conseil du ministère de l'Équipement et, si je puis dire, surtout professeur d'architecture de 1969 à 1995 dans l'École nationale supérieure qui s'appelait Paris-Villemain à l'époque. Bien, j'ai quelques projets. Je vais présenter. Voilà. Alors là, je vais vous en présenter deux photos de logements. C'est l'évolution du logement collectif, c'est l'introduction d'un élément nouveau, ce sont les terrasses. C'est une nouvelle réflexion sur ce que doit être l'habitat, qui a été initiée évidemment par Jean Renaudier à Givors et à Ivry notamment, ce n'est pas le seul. Voici. Alors, ensuite, il se trouve que j'ai eu l'occasion de réaliser quelques hôpitaux, dont celui-ci qui est à Paris, qui a été ouvert en 2000, avec le thème de la rue centrale qui avait été initié par Riboulet pour l'hôpital des enfants dans le nord de Paris. L'hôpital européen Georges Pompidou a remplacé 3 hôpitaux qui sont fermés depuis, Brousset, Boussicot et Lennec. Et puis je vous projette rapidement deux hôpitaux, parce que ce sont les derniers que j'ai réalisés.
c'est à Bergame. Il s'appelle l'hôpital Papa Giovanni XXIII. C'est le plus grand hôpital que j'ai construit parce qu'il fait 1200 lits. Et lorsqu'il y a eu le coronavirus auquel nous avons réussi à échapper, les 1200 lits n'ont pas suffi. Il a fallu construire un hôpital militaire provisoire à côté pour accueillir les malades. Bien. Alors, la vue intérieure de la rue, c'est comme celle de l'hôpital Georges Pompidou, mais elle est 2 fois plus longue. Un hôpital dans le Piémont italien. Voici, toujours avec le principe de rue centrale. Le Stade de France, que vous connaissez certainement, que j'ai fait avec mon associé et ami Michel Macari. C'est un détail de la couverture. Un stade à Stade Atatürk à Istanbul, qui avait été projeté par voulu par la Turquie parce qu'elle s'était portée candidate pour accueillir la Coupe du Monde de 2006. Voilà. Ça, c'est la rénovation du stade Vélodrome à Marseille, dont la réalisation qui avait été faite pour la Coupe du Monde de 1990 était faite par Jean-Pierre Buffy, et la ville, le maire et l'équipe de Marseille ont voulu le couvrir parce qu'il y avait des problèmes de vent, etc. Aussi un autre stade à Suwon. C'est là où s'est déroulée la rencontre amicale France-Corée du Sud. La France a marqué un but, mais le match ne comptait pas, c'était un match amical. Pour le reste, la France n'a pas marqué de but dans cette Coupe du Monde de 2002. Un petit programme, voilà. Un petit programme, j'ai très content de réaliser. C'est une petite chapelle de, je crois, je ne sais plus, 250 ou 300 places. Voilà. Et puis, un peu à l'image de la Prade et plus modestement d'Andreu et de Parent, voici ma participation à un ouvrage d'art. C'est le pont Gustave Flaubert, terminé à Rouen en 2007. Voici le tablier qui pèse, je ne sais plus combien, je crois 200 tonnes, élevé à 50 mètres de haut, et on voit le passage là. C'est à l'occasion de la grande rencontre à Rouen des grands voiliers. Et voici un des projets que j'ai malheureusement pas réalisé et dont je ne m'en remets pas de ne pas l'avoir réalisé. C'est un pont levant qui s'appelle maintenant le pont levant Chabandelmas, celui qui est réalisé très bien. Mais j'avais voulu, à cet endroit-là, ne pas faire, disons, la disposition traditionnelle qui sont quatre piles et puis une partie qu'on lève. J'avais voulu faire une seule pile. Et je me suis appuyé d'ailleurs sur des ingénieurs remarquables. Et voilà, donc pour vous donner une idée de l'importance de l'ouvrage, l'aile d'oiseau là fait 170 mètres, c'est-à-dire, je crois, 2 fois et demi la largeur des Champs-Élysées, ou un peu plus de 2 fois et demi. Voilà, et donc c'est un détail, vous voyez, on lève quelques centaines de tonnes, je crois à 50 mètres de haut. Et puis alors un dernier projet que j'ai fait pour m'amuser, c'est une réflexion sur la banalité des tours. Je trouve que toutes les tours, il y en a des très belles. Mais enfin, en gros, elles sont toutes verticales, plus ou moins torsadées, plus ou moins rectangulaires. Mais je me suis dit, mais si on imaginait une tour avec des sortes d'excroissance. Alors j'ai appelé tour rostrale parce que c'est à la colonne rostrale de Rome où on accrochait les rostres des navires ennemis. Voilà, je cherche encore un promoteur. Bien, je vous remercie. Encore un mot, pardon, je n'ai pas vu. Voilà, juste un mot, ça sera très bref. L'élection à un fauteuil de l'Académie des Beaux-Arts n'établit pas de filiation intellectuelle ou esthétique entre les membres qui l'ont successivement occupé. Chacun exprime sa personnalité et sa culture, par sa personnalité et sa culture, l'esprit d'une époque.
On peut toutefois noter, chez les 8 premiers architectes que je vous ai présentés, l'empreinte très forte d'une formation commune qui s'est exprimée jusqu'au début du XXe siècle. Ainsi, jusqu'à Nicolas Bernier, c'est-à-dire l'opéra comique, les concepts de convenance et de caractère prévalent dans la conception des édifices. Ce sont ces concepts qui, avec les règles de composition et clarté du plan, c'est pour ça que je vous ai parlé de la clarté du plan de l'opéra comique, ces concepts, donc composition, clarté du plan, caractère et convenance, furent les marques de l'enseignement de l'architecture à l'École des Beaux-Arts qui attira tant d'étudiants étrangers. Un professeur, je l'ai connu, disait encore à la toute fin des années 40, je l'ai connu quand moi j'étais étudiant, il disait « Sur un plan bien conçu, les façades s'élèvent toutes seules ». La notion de clarté du plan et qui génère l'évidence des façades. Par convenance, on entendait la correspondance entre l'œuvre et son commanditaire. Par caractère, l'expression de la spécificité d'un édifice par des moyens propres à l'exprimer. Alors, pour faire simple, je me souviens que Paul Tournon me disait « Un palais de justice, c'est une salle des pas perdus. Et une gare, c'est une grande horloge. » Alors, c'est un peu schématique, mais ça veut dire des éléments qui expriment la destination du bâtiment. Alors, hier, les thèmes de fonctionnalisme, de rationalité constructive, d'inventivité technique, aujourd'hui, les préoccupations d'écologie et d'économie des ressources ont transformé la conception des édifices et la pratique du métier d'architecte. Je m'interroge maintenant sur la part qu'aura demain l'intelligence artificielle dans la formation et les œuvres de ceux qui occuperont un jour ce 3e fauteuil. Merci. Oui. J'avais prévu de le remercier au début, mais je vais le faire maintenant. Il s'agit de Pierre-Alexandre Crétez. Il a fait un travail remarquable parce que c'est très difficile de réunir tous les documents que je vous ai présentés. Et à ce titre, je le remercie, je ne sais pas s'il est en salle, mais je le remercie vivement. Et Moi, je voulais quand même, avant que tu partes, de par cette fonction de secrétaire perpétuel, d'abord te remercier infiniment, mais te poser quand même une question au milieu, à laquelle d'ailleurs notre ami François Chalin aussi, qui est historien, pourra en répondre. Ces architectes que tu nous as montrés, jusqu'où ils allaient dans l'accompagnement du projet et quelles étaient vraiment leurs marges de manœuvre? Parce que, par exemple, tout à l'heure, lorsque tu as émis une réserve sur la Villa Ephrussi de Rothschild, j'imagine que Béatrice de Rothschild avait aussi ses caprices et que l'architecte n'était pas libre. Oui, la question que tu as est celle de l'entente entre le maître d'ouvrage et l'architecte. J'ai cité Jean-Pierre Duport, qui m'a fait une petite distinction, disant que si cette entente n'existe pas, elle pose problème. Et si j'avais une remarque sur Ephrussi, c'est qu'en effet, je pense qu'à un moment donné, l'architecte s'est senti, comment dire, déchargé d'un certain nombre d'éléments. Ça, c'est la première question. La seconde question, qui est d'ordre plus technique, c'est dans quelle mesure les architectes suivent la réalisation de leurs projets. Ma génération, et probablement celle d'aujourd'hui encore, nous tenions absolument à avoir la mission de maître d'œuvre du chantier, de façon à ce que toutes les pressions qui viennent des maîtres d'ouvrage, des entreprises, parfois des ingénieurs qui nous accompagnent, tendent à dénaturer le projet, à jamais à l'améliorer. Donc, je pense que lorsque Bernier fait l'opéra comique, il le suit dans le détail. Et je sais, parce qu'il l'a écrit, Charles Garnier, à l'Opéra de Paris, était sur le chantier. Il était à pied d'œuvre. Voilà. Oui.
À quoi attribuez-vous ce changement brusque de comportement des architectes à partir de, je dirais, le début du XXe siècle? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelles raisons, tout d'un coup, je dirais, ils ne suivent plus une tradition, ils échappent à ce que vous appeliez les convenances et autre chose? Bien parce que François Chalin est là, je suis sûr qu'il va me reprendre. Enfin, je crois que l'école des beaux-arts occupait au niveau mondial une position très forte. Pourquoi la notion de grande composition, de convenance et de caractère s'est instituée, je ne saurais le dire. Mais c'est elle qui a donné la marque. L'école des beaux-arts a reçu des centaines d'étudiants étrangers, dont des Américains, qui ont créé d'ailleurs un prix des anciens élèves américains de l'école des beaux-arts. Mais la guerre de 14-18 est intervenue, des pensées d'une vision plus contemporaine, libérée des cadres académiques qui étaient la base de l'enseignement, les colonnades, les frontons, les entablements. Il y avait un mouvement de liberté, de chercher autre chose, mais ça s'inscrivait dans les recherches des peintres, des sculpteurs, des écrivains, je crois que ça a été ça. Et alors du coup, effectivement, l'école des beaux-arts a perdu un peu de son statut mondial. Elle a été non pas surpassée, mais disons concurrencée par des écoles du Nord, de l'Italie, plus tard d'Allemagne, voilà. Oui, mais voilà. Oui, bon, vas-y. Non. Pas, oui. Est-ce que tu parlais de liberté? J'ai l'impression que c'était plutôt ce qui est arrivé, c'est la pression de la fonctionnalité qui n'était peut-être pas aussi grande jusqu'à une certaine époque. Il y avait une forme de liberté. J'ai l'impression que cette liberté-là est partie. Bon, j'avais beaucoup d'admiration pour mon professeur, mon patron, comme on disait à l'époque. Il nous expliquait que l'architecture, avant qu'elle soit assujettie à des règles de composition, de convenance et de caractère, l'architecture, disons, pas forcément populaire, même seigneuriale, elle obéissait à des exigences de ce qui ne s'appelait pas fonctionnalité à l'époque. Il nous disait, regardez, cette fenêtre est sur cette façade d'un bâtiment du XVIe siècle ou XIVe siècle, elle est là parce qu'elle doit être là pour l'éclairage intérieur ou pour la défense, et elle n'est pas là parce qu'un architecte a dit qu'il faut la composer, il faut la situer pour des raisons esthétiques. Donc c'était l'amorce déjà non pas l'amorce déjà, puisque c'est après la fonctionnalité, mais c'était l'idée que la façade qui, dans un certain enseignement, constituait la préoccupation principale, le reste devant, l'intendant suivra, au fond, peut-être qu'on disait ça à l'époque, cette attitude a disparu au profit d'une autre réflexion, peut-être plus légitime, je ne sais pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense d'abord, non seulement on peut vraiment remercier beaucoup Émeric, mais je vous ferai remarquer que cet homme qui a construit des choses si belles a terminé cette conférence par le projet qui n'a pas été construit. Ça montre à quel point il a le rêve toujours en lui. Merci Émeric.